Bonjour Virginie, donc d'ici quelques jours, le Festival de la correspondance de Grignan débutera et vous avez adapté et publié pour cette occasion, donc avec les éditions Triartis, deux adaptations de correspondance, donc celle de Simon Bolivar et d'Alexandra Kollontai. Donc pouvez-vous, dans un premier temps, vous présenter en quelques mots? Je suis Virginie Berling et je suis là au titre d'adaptatrice de correspondance pour le Festival de la correspondance de Grignan. J'ai la joie et le bonheur immense de travailler avec le festival depuis 2015. Et cette année 2026, j'aurai à mon actif 39 adaptations, 39 spectacles. Et par ailleurs, j'enseigne les lettres en classe préparatoire scientifique et littéraire, où j'accompagne donc des jeunes gens et des jeunes femmes dans la poursuite de leurs très beaux objectifs. Et pourquoi vous avez choisi cette année de choisir des personnalités comme Simon Bolivar et Alexandra Kollontai pour cette édition du festival? Je vais commencer par le plus facile, qui est Simone Bolivar, parce que le thème de l'année est lié à l'histoire, à des moments historiques importants. Donc j'avais envie de cette figure-là, révolutionnaire, qui a une vie de roman en réalité, et qu'on connaît de manière un peu diffuse. Donc c'était l'occasion de se replonger dans sa vie avec ses écrits. Et donc ça c'est le plus évident, si je puis dire. Et en revanche, Alexandra Kollontai, je l'ai découverte sur France Culture, merci les podcasts de France Culture. Et c'est une femme très singulière et tout à fait extraordinaire, qui est une aristocrate, une femme très forte, vraiment une pionnière, une aristocrate russe qui s'est engagée très tôt pour la défense des ouvriers et des ouvrières. Elle a fait la révolution de 1917 et parmi les 10 personnalités les plus influentes du premier Comintern en fait, de 1917, Alexandra Kollontai est, avec Staline, la seule qui ait survécu en réalité. Donc c'est dire à quel point elle a pu traverser les purges diverses et variées. Et c'est une figure intègre, j'allais dire, au départ, et puis qui a dû une oratrice de première, c'est ce qui veut dire lui a sauvé la vie, parce qu'en fait elle entraînait les foules derrière elle, dans son sillage. Donc Staline l'a envoyée après en tant qu'ambassadrice de l'Union soviétique. Euh, Première femme ministre de l'histoire, première femme ambassadrice à ce niveau-là. Et en fait, à l'extérieur de son pays, elle vantait les mérites du communiste, sachant que les années passant, elle trouvait que son application était de plus en plus sujette à caution, voire quand elle était vraiment en poste, dans les années, notamment dans les années 30, la terreur régnant, elle a subi cette terreur. Et elle s'est posé la question, est-ce qu'elle allait partir en exil pour dénoncer ce qu'elle voyait, ou bien rester, c'est-à-dire avec un double discours qu'elle assume en fait, c'est-à-dire un discours intime qu'on peut lire dans ses lettres, où elle dit la folie de Staline, et toute l'application qui est absolument mais contraire au programme initial. Et puis elle s'est dit qu'il valait mieux rester avec ce double discours donc intime qui dit sa terreur et sa désillusion immense, et puis ces discours publics qui vantaient toujours les mérites du communisme. Et cette dualité, elle est quand même assumée au nom de sa volonté de rester présente et de pouvoir témoigner en fait. Et c'est vrai qu'on a ces deux témoignages, le témoignage public qui témoigne en fait de l'effet de terreur en réalité, et le témoignage intime qui nous montre, on le sait bien, hélas, ce déchirement en fait, intérieur qu'elle a dû vivre. En plus, elle faisait scandale, enfin, j'allais dire, c'est très savoureux. Pour une liberté sexuelle, vraiment dans les années 20, c'est incroyable. Une espèce d'amour libre. Donc, même pour les communistes, bien sûr, elle était scandaleuse, parce que les communistes étant pour l'égalité, certes, mais enfin une égalité bien cadrée pour la femme, hein, qui ne devait surtout pas en faire trop quand même. Donc découverte, très belle découverte pour moi. Parce que quand on travaille sur le festival, en fait, on fait des recherches, c'est ça qui est passionnant. On a un thème, on cherche, et puis on tombe sur des pépites qu'on a envie de faire découvrir aux autres, puisqu'on a eu cette joie de le découvrir soi. Donc pour revenir plus précisément sur votre travail d'adaptatrice, comment arrivez-vous pour des personnalités comme Simon Bolivar, par exemple, qui ne sont pas forcément connus pour leurs écrits, à trouver justement des écrits, trouver des sources et à mettre en lien ces sources pour avoir quelque chose qui est quand même cohérent au final?
Alors, ça, vous avez tout à fait raison. C'est le travail de l'adaptation, c'est de rendre cohérent un spectacle avec un début, une fin, une trame, qui en plus correspond au thème. C'est un peu scolaire ce que je dis, mais quand on est spectateur, on voit un thème, il y a une attente, et il faut que le spectateur sorte en n'étant pas déçu par rapport à cette attente. Donc déjà, il faut que le contenu existe par rapport au thème. Donc ça, c'est une espèce de colonne vertébrale, en variant les sentiments, etc. Mais après, on a une question de matériaux. Et alors là, Simone Bolivar, c'est un cas d'école, puisqu'il n'a pas beaucoup écrit, mais en fait si, il a beaucoup écrit, alors, non pas qu'il ait beaucoup édité et qu'on trouve facilement ses écrits dans le commerce comme ça, qu'ils soient vraiment lus, mais en revanche, comme il avait un très très fort sentiment de sa propre postérité, il se trouve que pendant toutes ses pérégrinations, ses combats à cheval, etc., il avait toujours une ordonnance, c'est-à-dire un soldat, qui le suivait avec des malles entières remplies de tous ses courriers, c'est-à-dire des doubles des courriers qu'il a envoyés et des courriers qu'il a reçus, bien classés et bien ordonnés, de tous ses écrits, ses discours, ses articles. Donc tout ça a été pensé par Simone Bolivar pour être accessible. Et alors, c'est romanesque et c'est dans le spectacle, mais c'est vrai. Simone Bolivar, au soir de sa vie, alors il est mort en fait très jeune, à 47 ans, mais très usé, il était malade, tuberculeux en fait, et usé par tous ses combats. Il avait expressément demandé à ce qu'on brûle tous ses écrits, mais quelques jours ou dans les semaines qui ont précédé sa mort. Et bien en a pris à son ordonnance, qui a accepté, mais qui bien entendu ne l'a pas fait. Donc Simone Bolivar, c'est très particulier parce qu'il fait partie de ces personnalités, je ne dirais pas de ces auteurs, mais de ces personnalités qui ont pensé à leur postérité. Et grâce à ce geste-là, on a accès à ces écrits, alors en espagnol, c'est vrai, mais en tout cas, tout existe sur Internet assez facilement. Ensuite, ces adaptations, elles sont jouées sous forme de pièces de théâtre au festival. Alors ce sont vraiment des lectures, c'est vrai que c'est un exercice un peu hybride, qui est difficile à décrire tant qu'on n'a pas vu les spectacles, parce que ce sont des lectures, c'est-à-dire que les comédiens ont le texte, des lectures d'échanges de lettres, donc des extraits de lettres, adaptées dans le sens où on va chercher des petits morceaux à droite à gauche, selon ce dont on a besoin, voire dans d'autres écrits, bien sûr, beaucoup, parce qu'on a besoin d'expliquer quelque chose qui est mentionné dans une lettre, donc ce qui est mentionné, il faut bien l'expliquer, donc on va chercher des petits morceaux à droite à gauche pour faire quelque chose qui apparaît cohérent à celui qui regarde. En fait, ce sont un ou deux comédiens ou comédiennes qui lisent cet échange de lettres dans un espace théâtralisé, c'est-à-dire avec une mise en scène, des éclairages, il peut y avoir des effets sonores. Donc c'est à la fois une lecture très travaillée en réalité et un spectacle de théâtre, j'allais dire classique. C'est une forme un peu hybride. Ensuite, qu'est-ce que vous cherchez à transmettre à travers ces adaptations? En fait, c'est la joie que j'ai à être surprise. Parce que soit on découvre une merveille, comme Alexandra Kollontai, très bien. Soit on se plonge dans des écrits qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas lus, pour Simone Bolivar par exemple, on connaissait les personnalités, on ne connaissait pas ses écrits, donc on est toujours surpris puisqu'on découvre. Mais alors le plus surprenant, ce sont les auteurs qu'on croit connaître et qu'on découvre par les lettres. Et là, tout s'éclaire. C'est vrai que ça dépend un peu des périodes. Il y a des périodes où l'interprétation, la compréhension des textes littéraires déconnecte le texte de la vie de l'auteur, et des périodes où on rend ça au contraire très poreux entre les deux. Et là, actuellement, c'est le cas, c'est-à-dire que les écrits de Flaubert, par exemple, sont compris et lus à travers non seulement ce qu'on sait de David Flaubert, mais ce qu'il a écrit. Et là, par exemple, sur les lettres de Flaubert, c'est assez sidérant. Et on se dit, ah, voilà pourquoi il détestait tant Madame Bovary, en fait, qu'il a fait beaucoup de mal. Ça, c'est le plaisir de la découverte de ce niveau de compréhension-là, enfin, en tout cas, ce qu'on croit percevoir. On n'a pas la prétention de comprendre, mais enfin, en tout cas, de mieux comprendre. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'à chaque fois, on plonge. Moi, ça me fait plonger de manière un peu dense dans ce travail préparatoire. Et je découvre beaucoup, beaucoup. Vraiment, ça, c'est passionnant. Et parmi tous les livres et toutes les correspondances que vous avez faites, lequel vous a vraiment le plus frappé? Alors,
Je vais répondre plusieurs quand même, je ne peux pas m'en empêcher. Une des plus belles langues, par exemple, ça peut être Madame de Sévigné. C'est extraordinaire, son pouvoir d'évocation qu'elle a, cette précision, ça nous fait vivre dans son temps. C'est une femme audacieuse aussi. Ça peut être aussi Louise Michel, une femme immense, si je peux dire, d'un engagement total, une très belle plume. Et puis Nietzsche. Voilà, Nietzsche qui est ressorti heureusement d'une interprétation fausse qu'on avait faite pendant très longtemps de lui, à cause de son affreuse sœur Elisabeth, qui avait détourné ses écrits, manipulé, gribouillé plein de choses, et qui était, elle, effectivement antisémite, qui a aimé le fascisme, le nazisme. Et là, Nietzsche, c'est bouleversant. Et c'est une langue magnifique. Et en n'inventant rien, en prenant les écrits de Nietzsche, j'allais dire, ça prouve de manière incarnée par un comédien qui est sur scène que Nietzsche était tout sauf antisémite. Considérer que Nietzsche était antisémite, c'est un contresens, mais d'une violence pour lui, de son vivant d'ailleurs, que les Allemands, en tout cas, le comprenaient de travers. C'était extrêmement douloureux pour lui, et à tel point qu'à l'issue d'un des deux spectacles, le spectacle d'échange de lettres entre Nietzsche et sa sœur, Nietzsche avait une grande tendresse pour sa sœur, donc il ne la juge pas. Il voit que sa sœur se pourvoit, qu'elle épouse un antisémite, qu'elle essaie de fonder une colonie de purs Ariens au Paraguay, enfin tout est très, très étrange. Il ne l'accuse jamais et il lui dit à quel point ça le fait souffrir, c'est vraiment épouvantable pour lui, et à quel point les Allemands comprennent l'inverse de son message. Et c'est vraiment écrit noir sur blanc, Nietzsche, je suis un juif errant, l'antisémitisme n'a aucun sens, enfin vraiment c'est... Et à tel point, donc à la fin de ce spectacle, certains spectateurs sont venus me voir en me disant, tout de même, vous aviez un parti pris très fort sur Nietzsche, sous-entendu, vous l'avez un petit peu retravaillé votre manière pour nous démontrer quelque chose qui n'était pas vrai. Non, je n'ai rien inventé. Est-ce qu'il y a tout de même pas une forme de parti pris dans vos adaptations, ou bien au contraire vous essayez de rester la plus neutre possible vis-à-vis des connaissances que vous aviez sur les personnalités que vous choisissez? C'est une très bonne question parce que le public peut avoir cette impression que mon parti pris est très fort, voire déforme, ce que me disait ce spectateur-là. Et j'espère, en tout cas je mets un point d'honneur à être honnête, et bien sûr qu'on rogne des choses, on ajoute des choses pour que ce soit compréhensible, etc. Mais j'essaie d'être honnête, c'est-à-dire qu'on entende la vision de l'auteur vraiment, sans la déformer. Voilà. Donc c'est vrai que c'est plutôt, ce qui est du travail de l'écriture, c'est plutôt l'angle d'attaque. C'est-à-dire on se dit, voilà, je vais choisir tel événement, telle perspective. Évidemment, à partir du moment où on fait des choix, où on filtre, évidemment, vous avez raison, le choix n'est pas neutre, donc on a un propos, mais qui est plus de l'ordre de la colonne vertébrale et du thème. Et sur ce thème-là, des aspects qu'on veut faire ressortir, mais qui, normalement, enfin j'espère, ne font jamais mentir l'auteur. Voilà, ça vraiment, et je ne réécris rien. D'accord, merci beaucoup, c'était très intéressant et très enrichissant. Nous, on n'a plus de questions, mais est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour conclure? Je remercie les éditions Triartis. C'est tout ce que je peux dire, qu'ils font un travail merveilleux, précis, courageux, et quel bonheur de travailler avec eux, parce que c'est, avec elle, Martine Malewski, notamment, parce que c'est précis, ça ne laisse rien passer, au bon sens du terme, c'est exigeant, vraiment c'est un bonheur, et heureusement qu'on peut soutenir et qu'on peut travailler avec des petites maisons d'édition qui font très bien leur travail. Vraiment, c'est un bonheur.